Javier Milei, le président argentin, vous savez, légèrement plus libéral que Macron, n'est-ce pas? Et plus que jamais aujourd'hui, sur le devant de la scène, car The Economist le félicite, oui, The Economist, pour le miracle économique argentin pour 2025. L'amélioration de l'Argentine et d'ordre économique, les résultats de Javier Milei sont impressionnants. Et moi, j'ai envie de dire, mais à quand un Javier Milei en France? Où est-il? Que fait-il? Existe-t-il seulement? Eh bien, réponse non, peut-être pas, parce qu'en France, nous n'avons que des partis gauchistes, voire gauchistérisants, qui prônent le communisme, le socialisme, le vivre ensemble, la répartition des richesses. C'est très très mal d'être riche, c'est très très mal d'être propriétaire, et tout or que tu détiens est un péché qui te retient. Et moi, sur l'État, je suis là pour te retirer tous tes péchés, n'est-ce pas, pour que tu sois enfin exempt de tout péché bassement matériel. Et pendant ce temps-là, eh bien, Javier Milei fait fleurir son pays. Alors attention, c'est très loin d'être parfait, parce que l'Argentine revient de très loin, sauf que j'ai une nouvelle pour vous, très certainement que l'ancienne Argentine, eh bien c'est le sort futur de la France, parti comme c'est parti. Alors allons-y les amis, trêve de bavardage, on va écouter ensemble Javier Milei qui nous dit: l'expérience a démontré une chose, la bureaucratie nous a plongé dans le chaos. Et devinez par quoi est dirigée la France? Eh bien écoutez, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Allez, on regarde directement en grand écran pour les petits sous-titres, même si je sais que vous êtes parfaitement bilingue espagnol. Ha demostrado la experiencia es que el proteccionismo, la burocracia y la complacencia nos hundieron en el estancamiento. La Argentina ya decidió romper con ese modelo fallido y avanzar hacia un país donde producir, comerciar y competir no depende del capricho del Estado ni de regulaciones absurdas. C'est extrêmement étrange. Chaque phrase, chaque mot qu'il prononce, moi j'ai en tête vraiment l'administration française. La bureaucratie, le compliqué, la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, le formulaire rose, bleu, vert, jaune, orange, magenta pour obtenir un permis de respirer, pour obtenir un permis de manger et de lasser ses chaussures comme Franklin. Et en attendant, Javier Milei se débarrasse des ministères, du Parlement, de toute la bureaucratie qui, on le voit, l'expérience le montre, étouffe n'importe quel pays qui veut fleurir. Si realmente queremos prosperidad, necesitamos el coraje de dejar atrás las recetas fracasadas, cortar con los errores del pasado y avanzar hacia un esquema abierto, eficiente y capaz de integrarse sin miedo a la realidad global. En esta línea, los recientes acontecimientos en la región confirman que este cambio de rumbo no es aislado. La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles, capaces de generar crecimiento genuino a partir del trabajo, la inversión y la libertad económica. Este giro político en Latinoamérica debe ser interpretado como una clara señal para el Mercosur. O el bloque comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás. Voilà, l'inertie socialiste, c'est-à-dire la pente de la bêtise, l'inertie de cette pente de la bêtise à laquelle l'État français n'oppose absolument aucune résistance. Alors ça, si ça ne nous regardait pas, si c'était l'État tout seul, ça aurait été ok, sauf que les petits Nicolas qui payent sont en train d'être entraînés par la chute de l'État français. Et là, vous vous dites, oui, mais c'est l'Argentine, c'est l'Amérique du Sud, c'est le tiers-monde, ça ne me regarde pas. Non, justement, là, l'Argentine est en train de prendre les devants, de prendre de l'avance sur les pays européens en termes politiques et économiques. Et ne vous inquiétez pas qu'ils vont très certainement très vite nous rattraper, puisque eux avancent tandis que nous reculons. Comme je vous l'ai dit, nous allons connaître très certainement le même sort que l'Argentine ou bien la Grèce. Donc, pays de l'année de l'économiste pour 2025. Devinez qui c'est? Plot twist, non, ça n'est pas la France, ça n'est absolument pas la France. Bah oui, vous l'avez compris, c'est bel et bien l'Argentine, car chaque Noël, The Economist, qui est réputé bien sûr dans le milieu, fait un classement et nomme un pays de l'année. Alors pas le plus heureux, mais celui qui est le plus dans la progression économique. L'année a été mouvementée, la Corée du Sud s'est remise d'une grave menace, les Européens se font disrupter leur liberté, et les deux prétendants les plus forts pour ce classement cette année, c'est l'Argentine et la Syrie. Tiens, j'aurais pas parié sur la Syrie. L'amélioration de l'Argentine a été économique. Son président, Javier Milei, a lancé des réformes de grande envergure du
du marché libre en 2023. Ça alors, dans l'espoir de secouer son pays de plus d'un siècle d'étatisme et de stagnation, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de subir avec la France et a fortiori l'Europe. De telles réformes, abolir le contrôle des prix, réduire les dépenses publiques, abandonner les subventions de distorsion sont exceptionnellement difficiles parce qu'elles sont exceptionnellement douloureuses. Oui, douloureuses, mais pas pour tout le monde, n'est-ce pas? De nombreux réformateurs précédents ont échoué. Pourtant, Milei est resté à sa tronçonneuse en 2025 et c'est très bien, et les électeurs sont restés avec lui. L'Amérique aussi, offrant une bouée de sauvetage de 20 milliards de dollars pour éviter une crise financière. Les résultats ont été impressionnants. L'inflation est passée de 211%. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils ont connu une inflation. Hein. Vous voyez, quand votre petit sandwich est passé de 4 à 6 euros, eh ben, imaginez une inflation à 211%. Ouais, c'est quand même pas mal, mais elle est passée à 30% aujourd'hui. Le taux de pauvreté, là, on l'a vu aussi, c'était passé de 50 à 30, donc il y a eu un recul de 21 points, pendant qu'en France, eh bien, c'est tout l'inverse. Hein. En fait, maintenant, il faudrait voir la France comme la totale inversion des pays qui se libertarianisent ou plutôt qui se minarchisent. Voilà, nous, comme on l'a dit, on recule et donc il y a de plus en plus de classes moyennes en France, eh bien, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Le budget a été maîtrisé, Milei s'est dirigé vers un peso flottant et a supprimé la plupart des contrôles de capital. L'Argentine pourrait encore échouer. Attention, les péronistes qui l'ont mal gouverné pendant des générations ont hâte de revenir si Milei trébuche. Et le président a de nombreux défauts. Il est intolérant à l'égard des critiques. En même temps, ça, j'ai envie de dire, ça va être ce par quoi nous allons être obligés de passer. C'est-à-dire un président un petit peu autoritariste. Parce que s'il y a un président qui se dit ok, le Sénat, j'ai même pas la majorité au Sénat. Hein, oui, sachez que Macron au Parlement, à l'Assemblée nationale, non, là maintenant il est en minorité. Bon, à un moment donné, moi je crois qu'il faudra un président fort ou une présidente forte, une figure forte et surtout qui les pose sur la table et qui sait se montrer autoritaire et peut-être, si on est sûr de notre coup qu'il ait les pleins pouvoirs pour ensuite passer directement à la tronçonneuse, mais hélas, étant donné la manière dont votent les Français, voilà, moi j'ai un peu peur si un président a les pleins pouvoirs, n'est-ce pas? Si ces réformes sont maintenues, elles pourraient modifier définitivement la trajectoire de l'Argentine et donner de l'espoir aux réformateurs économiques partout. Pendant que nous n'avons qu'une ou deux, ou peut-être 3, ou peut-être 4 figures en France, mais hélas, elles sont une minorité. Et alors déjà, ces gens ont-ils comme aspiration d'être président? Est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Et surtout, ont-ils un parti? Réponse non. Donc là, pour l'instant, moi, alors je ne suis pas défaitiste sur le sort de la France, mais à mon avis, le scénario qui est en train de se goupiller n'est pas très optimiste, si on parle de manière réaliste. Après, on a Charles Gave qui appelle à supprimer des ministères inutiles, comme devinez qui, ravir Milei. Il n'y a plus que 7 ministères en Argentine, ça aussi, il faudrait qu'on fasse le ménage. Sachez que oui, il y a à peu près, alors je sais plus si c'est 30 ou 37 ministères, donc j'étais presque 34, et sachez qu'il y en a 130 ministres nommés depuis le mandat de Macron en 2022. 130 ministres, qu'ils soient à la retraite ou non, qu'ils soient à la retraite ou actifs, c'est vous qui les payez avec vos impôts. 130 hauts fonctionnaires, 130 élus qui se la coulent douce à évidemment ne rien faire et qui aspirent à une seule chose, vous aspirez justement tout votre pognon. Il n'y a plus que 7 ministères en Argentine, il en a supprimé 25. Combien on a de ministères aujourd'hui? 34? On est ruinés, on a 34 ministères? Non mais ils sont fous quoi, ils sont fous comme des lapins tous. Et il y a, je crois, plus de 1000 hautes autorités, grands conseils, etc. qui coûtent quelque chose comme 130 milliards d'euros par an. Je suis sûr qu'il doit y avoir des voitures de fonction, des secrétaires, des bureaux. Puis vous en avez un autre qui est un grand conseil pour les relations entre le Parlement et le Sénat. Il peut pas se téléphoner, c'est le couillon. Vous imaginez pas ces grands conseils, ces grandes autorités, mais à quoi ça sert? Moi j'ai été dans les affaires toute ma vie, quand vous prenez une affaire, la première des choses que vous regardez, vous demandez au comptable, donnez-moi les 10 plus grosses dépenses. Puis vous regardez les 10 plus grosses dépenses et vous dites à quoi ça sert, et si le type il sait pas à quoi ça sert, vous la supprimez quoi. Et pourquoi c'est si compliqué ça? Parce que ça paraît évident. Mais c'est là où ils ont mis tous leurs copains. Donc vous avez mis votre petite amie, votre maîtresse, votre fils dans toutes ces hautes autorités, ces grands conseils, ou vous-même d'ailleurs à la retraite, ou votre meilleur ami parce qu'il a été battu aux élections. Et donc vous avez une résistance féroce. Il n'y a plus que 7 minutes. Et c'est aussi le tabou des agences publiques et des administrations françaises, c'est qu'ils sont tous un petit peu copains parce que la France, du moins la classe politique en France, fonctionne par pur népotisme. Et ne croyez pas que Bardella est ennemi avec Tondelier, qui est ennemi avec, la mère Panot, qui est ennemi avec les LR. Non, ils sont tous un petit peu copains et ils se resituent tous. Tenez, regardez par exemple la Cour des comptes. Qui est à la tête de la Cour des comptes?
regardez quel est son diplôme au juste, et regardez qu'est-ce qu'elle a fait pour entrer à la Cour des comptes. Plot twist, rien du tout, voilà, plot twist, absolument rien, et pourtant, elle est à la tête de la Cour des comptes. Cette personne, je vous laisse chercher, mais parce que c'est ça, si un jour quelqu'un comme Javier Milei passe la tronçonneuse, il va se confronter à un mur, en fait, personne vraiment, ou du moins, les fonctionnaires français ne voteront pas pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il faut justement faire le ménage des fonctionnaires, et hélas, il y a beaucoup, 6 millions, je crois, à peu près 6 millions de fonctionnaires en France. Écoutez, voilà, ça fait 6 millions de personnes en moins qui ne voteront pas pour vous, parce qu'ils veulent pas que vous déplaciez, que vous grand déplaciez leurs copains, leurs fils, leurs cousins de je sais pas quoi, et ça pose problème. C'est-à-dire que tout le système français, il y a déjà un lacis de systèmes et de sous-sols et de souterrains administratifs qui, dès lors que vous jetez une carte, en fait, c'est tout le château qui s'effondre, et c'est ça, en réalité, qui nous attend. Enfin, selon moi, c'est l'effondrement total du château de cartes. Il ne peut pas, en réalité, en être autrement, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et peut-être que vous voyez une lumière au bout du tunnel. C'est le moment de me le dire en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Voilà, c'était le petit point sur le minarchisme dans le monde avec Javier Milei et ce qui nous attend nous, mais ça, c'est une autre histoire.